le live. Top, c'est parti. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des fameux mardis de la Commission Intelligence Artificielle des Hospices Civils de Lyon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lucas Gauthier, qui est docteur junior en génétique médicale dans le service d'Amiens-Sans-la-Ville. Et Lucas a fait un interchu à Montpellier il y a 1 an, où il a interagi avec des généticiens qui ont développé un outil de data mining des courriers médicaux qui s'appelle CleanFly. Et donc, Lucas, merci beaucoup de nous avoir proposé cette conférence. Comme d'habitude, ceux ou celles qui le souhaitent peuvent poser des questions dans le chat de la visio. On va vous mettre un petit mot pour que vous voyez bien à quel endroit du chat vous pouvez poser les questions. Et puis, je me ferai l'interprète de ces questions à la fin de la conférence de Lucas. Merci, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Pierre, déjà de m'avoir invité et puis de faire ce rôle de lecture du chat parce que j'aurais pas pu faire ça en même temps. Donc je vais vous présenter du coup CleanFly, qui est un outil hybride de data mining phénotypique dans les courriers médicaux francophones qui utilise du deep learning. Donc comme tu l'as rappelé, c'est quelque chose que j'ai développé à Montpellier avec entre autres l'équipe de Lyon également. Donc, je vous ai préparé un plan en 3 parties, si j'arrive à passer les diapos. Voilà. Les diapos sont passés de votre côté? Oui, c'est bon, ouais. Super. Donc, d'abord, on va voir en quoi les données cliniques sont indispensables à la médecine de précision. Donc, actuellement, c'est pas un secret, le séquençage n'est plus vraiment une limite. Donc, on a une génération exponentielle de variants génomiques et combiné à l'augmentation des connaissances sur les associations de symptômes et de gènes, ça a fait naître nécessairement le besoin d'une analyse bioinformatique du phénotype pour traiter au mieux les données de séquençage. Et donc ça, c'est tout l'intérêt en fait de la médecine de précision, arriver à aller examiner le génome le plus exhaustivement parlant pour pouvoir dénicher les variants à l'origine des maladies. C'est pas nouveau qu'en génétique, on a besoin de l'informatique. En fait, c'est essentiellement dû, en l'occurrence, moi je travaille dans les maladies rares, donc il y a plus de 8000 maladies, donc on ne peut pas tout connaître, et les associations de gènes et de syndromes sont très intéressantes pour nous et difficiles à retenir, donc on a besoin d'utiliser l'informatique. Ici, je vous ai mis un screenshot à une capture d'écran de Netscape, qui est en 1994, l'ancêtre du web, où on voit déjà un logiciel d'aide à la décision clinique avec voilà, quelques gènes, quelques maladies génétiques déjà. Donc c'est pas nouveau. Le fait est que pour pouvoir accéder de l'informatique, il faut parler le même langage. Et c'est notamment le cas de cet effort communautaire qu'on appelle HPO, pour Human Phenotype Ontology, qui est donc une ontologie, une espèce de dictionnaire en arborescence, qui va répertorier la majorité des signes cliniques et des symptômes du vivant. Il va les répertorier comme ça de manière hiérarchisée. Si vous voyez mon point du syndrome ou du symptôme ou du signe clinique le plus généraliste, au plus poussé, au plus précis quand on descend l'arborescence. Et ces codes HPO, ces termes HPO, vont être associés à un code HP 2.00 quelque chose, qui va pouvoir être incrémenté dans les différentes bases de données et qui par la suite va pouvoir aider des algorithmes à faire des analyses computationnelles du phénotype en utilisant toutes ces données déjà agrégées. Et donc ça, pour le médecin biologiste, pour le bioinformaticien, ça va aider à faire des hypothèses diagnostiques les plus pertinentes pour pouvoir avoir les meilleures corrélations phénotype-génotype finalement. Et HPO, à vrai dire, c'est aussi un fer de lance pour le partage de données. HPO, en tant que langage commun standardisé, il est à l'image de ce partage de données qui est nécessaire dans, comme je l'ai dit, la collaboration partout sur la planète pour pouvoir mettre en commun les informations pour les maladies rares. On a besoin d'informations pour pouvoir
mettre en parallèle les différents patients. Donc le partage de données, c'est un vrai enjeu. Sauf qu'il y a des obstacles à ça. On a plusieurs. Paradoxalement, le premier, c'est l'anglais. L'anglais pour les non-anglophones. Il se trouve qu'on est quoi? Je crois qu'on a passé les 8 milliards de personnes sur Terre il n'y a pas longtemps, et il y en a environ 1,5 qui parlent anglais. Donc ça représente, enfin qui parlent en première ou en seconde langue. Et en fait, c'est un manque à gagner. Il y a énormément de gens qui ne parlent pas anglais, et donc c'est des informations qui ne pourront pas se transmettre et qui sont perdues pour la science, on va dire. Donc ça, c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est la sécurité. Si on doit partager des données, il faut que ça soit fait de manière sécuritaire. Et donc en France, on a la loi RGPD qui va régir un peu toutes les normes à appliquer pour pouvoir partager la donnée. Et elle concerne notamment les données à caractère personnel, qu'en anglais se nomme PHI, que je vais répéter plusieurs fois dans ce talk. Et donc voilà, il faut être en accord, il faut être compatible avec les lois RGPD. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on ne peut pas utiliser des logiciels qui travaillent un peu en boîte noire. On peut, par exemple pour la traduction, je pense notamment à DeepL ou à GPT, on ne sait pas ce qu'adviennent des données, donc il faut se méfier de ce genre de logiciel. Pour partager la donnée, il y a aussi une manière de le faire. On peut penser aux principes FAIR, qui sont l'acronyme pour la traduction de trouvable, accessible, manœuvrable et réutilisable. Donc ça, c'est le moyen le plus optimal de partager la donnée. Je crois que c'est le format OMOP, peut-être que vous le savez mieux que moi, qui permet de satisfaire ce principe FAIR. Et enfin, partager la donnée, pour pouvoir la partager, il faut qu'elle soit standardisée à la base, sinon on ne s'en sort pas. Et qui plus est, une standardisation de la donnée permettrait de gagner en activité, que ça soit moins chronophage. Notamment pour la traduction des termes HPO, pour trouver les termes HPO, qui pour un médecin néophyte est assez compliqué. Je me suis amusé à utiliser le logiciel qu'il ne faut pas utiliser, mais qui viendrait à l'idée de certains, je pense. Ici, dans un texte, un courrier de consultation où en bleu et en rose, il y a des termes HPO. J'ai fait tourner GPT pour voir qu'est-ce qu'il trouverait. Et c'est-à-dire qu'il va réussir à donner une sortie assez intéressante dans le sens où il va retrouver des termes qui semblent être des termes HPO, au moins textuellement. Donc ça, c'est intéressant. Cela dit, quand on regarde le code HPO qui va associer, eh ben, en fait, il est faussé la plupart du temps, puisque pour fièvre récurrente, il appelle des plaques urinaires cellulaires. Pour Medicrone, c'est bon. L'Epixaxis, c'est bon. Pour le néoplasme, il l'a bien retrouvé, mais en fait, il concerne la mère, donc c'est pas un vrai HPO du patient. Des petites subtilités comme ça, et puis pour les trois derniers, il s'est fourvoyé aussi. Donc vraiment, on ne peut pas utiliser ça, et il nous faut un logiciel dédié. Et en prenant en compte les différents obstacles que j'ai pu exposer avant, avec mon collègue Kevin Yoy, docteur en génétique médicale, docteur en bioinformatique et en machine learning de Montpellier, on a développé du coup cet outil qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre d'obtenir les meilleures données cliniques à partir de courriers médicaux français. Donc, on s'est demandé, est-ce que l'IA peut remplir cette fonction? Ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait avoir au mieux, c'est ceci, un modèle qui, à partir d'une consultation de médecin et de patient, où le médecin va rédiger un courrier de consultation, qui soit en français, en espagnol ou en allemand, peu importe, juste pas anglophone, qu'un outil puisse nous le traduire fidèlement, puisse l'anonymiser entièrement, et puisse récupérer les termes HPO dans ce courrier le plus exhaustivement possible. Et donc pour ça, on a développé CleanFly avec plusieurs sous-couches d'IA que je vais vous exposer et quelques dictionnaires pour pouvoir l'aider. Donc ça, c'était notre modèle de base. On avait fait déjà un petit modèle préliminaire au cours d'un travail qui a montré qu'on pouvait récupérer des HPO avec ces trois modules-là.
Donc, on a voulu optimiser ça. Le premier module, c'est donc la traduction. Elle est nécessaire. On avait essayé de partir sans, juste récupérer les HPO en français, mais c'était ignoble. Donc, on est parti sur la traduction en premier abord. Il y a plusieurs obstacles à la traduction, les abréviations notamment, dont on est très friand dans nos courriers de consultation. J'en ai recensé 146 qu'il fallait développer, expandre, afin de garder l'information clinique pertinente. Ensuite, on a appliqué du coup la traduction de OpenNMT, un modèle d'apprentissage de deep learning qui est en open source. Et le jargon médical fait qu'il avait quelques problèmes récurrents parfois, ce pourquoi on a développé des dictionnaires pour pallier aux erreurs récurrentes. Je vous ai mis en bas par exemple le cas du corps calleux qui OpenNMT va traduire en case body, ce qui ne veut absolument rien dire, et qu'on aurait on aurait préféré qu'il traduise en corpus callosum. Donc c'est un dictionnaire qui pallie à ça par exemple. Le deuxième module concerne l'anonymisation. Donc on a fait tourner un outil open source de Microsoft qui s'appelle Presidio et qui va fonctionner tel que le GIF vous l'affiche ici. Donc il va repérer les différents objets dans une phrase, à savoir si c'est un numéro, un nom, une localisation, et il va automatiquement les anonymiser. Donc très pratique pour nous. Malgré tout, il y a des failles. C'est un outil développé en anglais pour l'anglais, et en fait les territoires français, ils les connaissent très peu, donc c'est pourquoi on a développé un dictionnaire pour forcer l'anonymisation des territoires français, pour être le plus légitime vis-à-vis des données à caractère personnel des patients. Et puis, nécessairement, il va anonymiser tout ce qui s'apparente à un nom propre. Et parfois, ça a des conséquences désastreuses. S'il anonymise maladie de Crohn, maladie d'Hirschsprung, ou le gène MOPD1 ou le médicament aripiprazole, je ne sais pas, eh bien, c'est un manque, c'est une perte d'information clinique pour nous. Donc, on a fait différents dictionnaires pour des exceptions à l'anonymisation de Presidio. Le dernier module, le plus intéressant, je pense, c'est donc l'extraction d'HPO, la récapitulation du résumé. On a développé un sous-module qui va permettre d'extraire toutes les informations quantitatives qui ne sont pas directement textuelles. Donc, je pense que c'est la première fois qu'un extracteur d'HPO fait ça. C'est notamment sur les biométries, donc la taille, le poids, le périmètre crânien, ainsi que le degré de déficience intellectuelle. On va changer les différentes données quantitatives en texte pour pouvoir les récupérer par la suite. On fait tourner CleanFen, qui est un extracteur open source et qui utilise Deep Learning pour récupérer les racines des mots et les synonymes pour pouvoir retrouver les HPO. Et on a modifié son code afin d'être un peu plus stringent concernant les flags, les phrases qui pourraient être soit négatives ou soit appartenir à une autre personne que le cas index. Les deux étant très pourvoyeurs de faux positifs. Et c'est ce qu'on ne voulait absolument pas. Donc, on a modifié son code pour être un peu plus stringent sur ces deux choses. Ici, un tableau concernant les sources que j'ai pu utiliser pour les différents dictionnaires. Et je vous propose plutôt de passer à l'exemple. Donc c'est le même exemple que j'ai mis tout à l'heure déjà. Donc avec les différents objets, les HPO qui ne sont pas aux patients, les données à caractère personnel. Et en fait, notre outil va permettre de faire une table à la fin avec un degré de confiance relatif à chaque HPO. En dynamique, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe sur le site, sur le serveur directement. Est-ce que oui, vous voyez bouger? Oui, ça marche. Excellent. Donc la première chose à faire, c'est donc choisir sa langue, français, espagnol ou allemand. Ensuite, on met le nom de propre, le nom de famille et le prénom pour l'anonymisation, et on copie-colle le courrier. Suite à ça, il y aura donc la traduction et la désidentification, l'anonymisation
où on va pouvoir récupérer des phrases, en enlever, en refaire, si on veut créer un courrier anonymisé à partager avec d'autres médecins du monde entier. Et puis la dernière partie, le récapitulatif en HPO avec les 2 degrés de confiance, où on peut garder les HPO qui nous plaisent, voir les degrés de confiance vis-à-vis des flags, cocher, décocher, en rajouter manuellement si on sait que notre patient est par exemple atteint d'hypothyroïdie et que c'est pas noté dans le compte rendu ou que ça n'a pas été récupéré. Et tout ceci peut se récupérer en format CSV sous Excel du coup, si possible, et puis sous JSON pour les sites compatibles. Très bien. Et donc, on s'est demandé, bien sûr, si c'est bien beau, mais est-ce que ça marche? Donc, on a fait une étude de faisabilité et de risque pour voir si l'IA pourrait nous aider pour faire ce travail-là, en menant une étude multicentrique et prospective au CHU de Montpellier et de Nîmes pour voir les statistiques de notre outil sur l'anonymisation et l'extraction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré 50 courriers, 46 issus de consultation et 4 issus d'hospitalisation, qui en tout comprenait 181 abréviations à expandre, 149 données à caractère personnel à anonymiser et 426 HPO du cas index à retrouver. Sur l'expansion des abréviations, il n'y a pas trop de surprises, c'est quelque chose de très manuel, assez facile à réaliser. 87% ont été faites. Les autres, voilà, c'était juste des abréviations un peu ambiguës qu'on a préféré ne pas expandre ou voilà, exclure. Concernant les données à caractère personnel, il y en avait donc 449 anonymisées et on en a anonymisé 443, ce qui fait 99% de recall d'anonymisé. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'anonymise pas trop à tort, puisqu'on arrive quand même à atteindre une précision de 87%. Et qui plus est, on anonymise peu en fait des choses vraiment pertinentes cliniquement, à savoir le diagnostic, le motif devenu ou un symptôme. La majorité des choses qui sont anonymisées à tort sont des mots de liaison qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est à la fluidité de la phrase. Enfin, concernant l'extraction d'HPO, de termes HPO, cette fois-ci, on voulait maximiser la précision. C'est-à-dire, on voulait absolument que CleanFly, lorsque CleanFly nous donne un HPO, qu'il soit juste, qu'il soit bon, qu'il ne soit pas sorti de nulle part. C'était notre but. Donc, c'est pourquoi on a maximisé la précision, qui est maintenant de 92% sur les appels de haute confiance. On peut, si on regarde les basses confiances, récupérer pas mal de termes HPO. En l'occurrence, sur les 255 qui étaient proposés dans les 50 courriers, il y en avait près de la moitié qui concernaient réellement le patient et qui était le cas index et qui était véridique. Donc c'est quand même une belle mine d'or. Et puis quand on englobe ces termes HPO donnés en haute confiance et en basse confiance, on arrive à récupérer 332 sur 426 termes HPO, soit 78, mais surtout près de 6,6 HPO par lettre en médiane. Ce chiffre, il est du même ordre de grandeur que ce que peut faire un médecin manuellement quand on lui demande de remplir une base de données, par exemple. En tout cas, dans la littérature, c'est assez comparable. Donc cette étude, elle suggère que les méthodes de deep learning présentent un risque acceptable et de haute faisabilité pour anonymiser et résumer en format HPO les rapports médicaux non anglophones, qu'il fallait 2 à 4 minutes pour résumer un courrier. Alors 2 à 4 minutes, je préfère préciser, c'est si le médecin souhaite filtrer les résultats, regarder les bases confiance, vérifier tout ça. Parce que si on passe dans un mode full automatique où on veut implémenter ça dans un pipeline, par exemple, et qu'on ne prenne que les hautes confiances, qui, comme je vous le rappelle, ont une précision de 92% tout de même, c'est de l'ordre de la seconde. C'est de l'ordre de la seconde, une fois qu'on a téléchargé les modèles de deep learning,
Il suffit de copier le courrier HPO, le courrier médical, et de la seconde, on a les résultats. Et enfin, les améliorations sont toujours possibles, en l'occurrence avec l'essor des LLM, des Large Language Models, tels que GPT, on pourrait toujours améliorer par exemple la traduction ou l'anonymisation, si bien sûr on avait ces modèles en in-house, forcément. On peut améliorer aussi avec le feedback des utilisateurs à travers le serveur, en créant plus de dictionnaires. Voilà, il y a toujours des améliorations possibles. En soi, c'est donc un outil de data mining qui est un peu tout en un pour pouvoir partager le plus sécuritairement possible des données cliniques de manière structurée. Et cela facilitera du coup la médecine de précision, j'en suis sûr. C'est un outil qui est open source, qui a été développé in-house et qui peut être installé directement sur votre machine locale à travers le GitHub ou utilisé tel que je viens de le faire sur l'interface Hugging Face. Sur l'interface Hugging Face. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un papier en préprint sur MedArchive qui existe. Ça a été l'objet d'un poster que j'ai présenté à l'ESHG, le Congrès européen et le Congrès français de génétique, et puis à différentes talks également. Voilà. Je cherche toujours, il est toujours en préprint, on va le publier prochainement. Là, on a fait pas mal de reviews, ça avance bien, et j'espère que je vous ai intéressé. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup, Lucas. Merci donc pour cette présentation. Je crois que j'ai à peu près tout compris. Il n'y a pas encore de questions dans le chat, donc je vais même avoir le droit de te poser quelques questions. Okay. Sur l'étude de validation que vous avez faite, le gold standard, c'était le codage HPO par un généticien, j'imagine? C'est ça. J'ai récupéré directement l'information de CleanFly, ce qui me sortait, et puis moi, je faisais en parallèle ce que j'aurais pu dénicher dans ce même courrier avec ma compétence HPO. Et ça, du coup, le label par un médecin, est-ce qu'on a une idée de la fiabilité de ce label? C'est-à-dire, est-ce qu'entre toi et un autre généticien, il y a un peu de variabilité dans les codes HPO qui sont mis et du coup, à quel point le gold standard est un vrai gold standard, tu vois? Ça, c'est une très bonne question. Mon collaborateur a beaucoup travaillé sur les termes HPO et a sorti un article qui montre en fait cette énorme intervariabilité des cliniciens sur un même compte rendu. En fait, il avait réussi à mettre en évidence qu'il n'y avait aucune homogénéité, que finalement les termes HPO les plus globaux, c'était ceux qui revenaient le plus, mais tu avais certains qui mettaient des sous-catégories d'HPO que personne n'utilisait d'autres. Et en fait, il n'y avait pas, et je pense que c'est une caractéristique qui est assez impressionnante, il n'y a pas un seul HPO qui revenait dans chaque interprétation de clinicien d'un même courrier. Ah oui, d'accord. Il n'y en avait pas un qui faisait tous, quoi. Donc oui, et c'est ce pourquoi on a travaillé activement pour avoir un logiciel qui permet de cadrer tout ça. Ouais. Mais voilà, vis-à-vis de... Oui. Et là, du coup, la validation que vous avez faite, elle était sur des patients de Nîmes et Montpellier. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'il y a peut-être une communauté culturelle entre les généticiens de ces deux CHU très proches. Est-ce que vous l'avez testé éventuellement à Lille ou à Brest pour voir si une formation peut-être un tout petit peu différente ou des habitudes culturelles un tout petit peu différentes, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on en a beaucoup discuté pour l'implémenter dans différents CHU. On en a discuté à Grenoble, qui ont fait leurs propres tests, on n'a pas encore vraiment les retours. On a cela dit discuté avec Dijon, Yanis Dufour, puis informaticien là-bas, qui nous a donné son retour. Alors lui, il n'est pas expert HPO, mais il est plutôt côté bioinformatique pour voir l'implémentation d'un pipeline, à quel point ça pourrait être efficace. Et donc oui, on a eu différents retours qui finalement matchaient un peu nos obstacles, ce qu'on avait pu déjà envisager. Donc oui, quand bien même la formation y est différente sur tout le territoire, on est assez
Voilà, Ok. standard pour dire quels sont les obstacles qui restent. Et peut-être une dernière question donc sur les LLM. Là, tu as montré que ChatGPT faisait pas terrible. Il a des grosses hallucinations. Première question, c'est est-ce que c'était GPT 4 ou la version gratuite? C'est le 3,5. D'accord. Et tu disais que ça pouvait être une piste d'amélioration de CleanFly, d'utiliser un C'est peu ça. du LLM. Tu peux nous dire un peu plus ce Oui, que bien tu en sûr. attends et à quelles étapes donc il y a la traduction, mais peut-être aussi dans le codage, je ne sais pas si. Effectivement, tel quel, GPT 3.5, alors moi j'ai très peu de notions de 4, je ne l'ai pas, mais 3.5, bah, il est juste pas fait pour ça, il est juste très bon pour mentir pour ce coup, mais il pourrait être utile par la suite dans le processus. En l'occurrence, c'est mon collaborateur Kevin Yoy là, qui travaille sur ça. Lui, je crois qu'il a pris Llama 2, qui peut être du coup en interne, un autre LLM développé par Meta, et il a essayé de le faire tourner pour effectivement améliorer la traduction. Comme je vous l'ai dit, si on pouvait se passer quand même de mes dictionnaires qui pallient aux problèmes de traduction de OpenMD, NMT, ça serait quand même mieux. Donc, ça améliorera nécessairement la traduction en anglais. L'anonymisation, je pense qu'elle est déjà très correcte ainsi. Et puis, l'extraction d'HPO, on voit que quand même, ex nihilo, GPT arrive à récupérer quand même les textes qui semblent être des HPO. Il faut juste arriver à lui mettre une espèce de module pour qu'il repère bien le bon HPO, le code HPO. Donc oui, il y a des pistes, ça c'est certain. Et je pense que ça sera notre prochaine amélioration si. Et du coup, dans ta communauté scientifique, l'idée c'est quoi? C'est on se met d'accord sur un outil, on essaye de tous l'utiliser pendant un certain temps et de l'améliorer avec du versionning, ou bien en ce moment on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont un petit peu qui sont intéressantes, qui sont un peu en compétition et chacun essaye de pousser ses pions en avant. Comment ça se passe? C'est exactement ça, c'est plus la deuxième solution à vrai dire. Ouais, quelle J'ai surprise. entendu partir de plusieurs méthodes, que ce soit développées à Paris, Bordeaux ou ici, généralement soit plébiscitées par des structures privées par exemple, et qui vont avoir différents supports. Donc soit ils vont développer du LLM en partant du LLM, soit ils vont utiliser énormément leur entrepôt de données de santé. Ils vont partir de ça pour essayer de développer un outil qui va apprendre les règles de l'anonymisation, par exemple, et par la suite de l'HPOisation. Donc chacun, on va de sa petite méthode. Donc il n'y a absolument pas d'homogénéisation sur le territoire. Moi, en l'occurrence, à Lyon, je fais partie d'un groupe de travail pour essayer de savoir déjà si comment on pourrait mettre tous ces outils bout à bout. Est-ce qu'ils seront compatibles? Est-ce qu'il y en a un qui aurait une supériorité qu'il faudrait utiliser? Enfin, ça fait partie du débat. Ça fait partie du débat pour l'instant. Ok. Bah écoute, merci. Donc je crois qu'il y a, non, il n'y a pas de questions dans le chat, donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Lucas pour d'avoir présenté ce travail, et puis bravo à toi et donc à toute l'équipe derrière de s'être lancé dans un tel projet. Merci Pierre. Le prochain rendez-vous de la CIA, ça sera pas en mars parce que ça sera une journée d'Écosse, donc ça sera en avril. Je vous enverrai à tous par mail le programme. Merci Merveilleux. Lucas, et puis à bientôt. Merci beaucoup. À très vite.